Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 59e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Jake Genzel. Je pensais que ça allait venir plus vite, Mr. Hockey, Monsieur Hockey, Monsieur Siri, de Dans les Gradins, Mathieu Gendron avec vous, en compagnie de nul autre que Philippe Giard, comme à son habitude. Aujourd'hui, au tableau d'affichage, bien sûr, mise en échec, les finales de la Coupe Stanley qui viennent tout juste de commencer. Par la suite, le long de la ligne, Roland Garros. Encore en lice, justement, le match Sinner-Djokovic présentement devant nos yeux, 4-2 présentement pour Sinner. Allons voir ce qu'on va s'attendre de cette finale féminine-là aussi, qui sera dès demain. Tour de piste, notre repêchage du mois pour notre petit pool de Formule 1, ça se passe un peu plus tard. Et finalement, sporadique, on vous parle d'un sport d'hiver et nos 3 étoiles de la semaine. Mais premièrement, Philippe, côté mise en échec. Premièrement, oui. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura dépassé le numéro 99? On n'aura plus de joueurs attitrés aux épisodes. Garde! C'est une question. Oui, c'est une préoccupation qui émane dans ma conscience en ce moment. Je pense que rendu à qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre des joueurs... Des marathoniens qui ont porté des numéros comme ça. Des marathoniens différents. Ou on prend des joueurs de Goodies Ball Hockey. Parce qu'à Goodies Ball Hockey, ça existe des 3 chiffres sur un chandail. Hier, il y avait un joueur qui avait le numéro 134. Ou avant-hier. Je me demande la raison derrière le chiffre 134. Tu sais, tu demandes à quelqu'un, tu dis « Hey, c'est quoi ton chiffre préféré? » Tu t'attends peut-être pas à 134. C'est vrai que ça serait... C'est comme... Il y a personne qui... Je pense que je vais changer mon chiffre préféré. Il y a personne qui a un 3... Tu sais, un chiffre ou un 2 chiffres, mais il y a personne qui a un 3 chiffres comme chiffre préféré. Ça prend plus de monde comme ça. Oui. Moi, je vais me trouver un chiffre. Moi aussi. Favori. Je pense que je vais devenir une de ces personnes. Okay. Je vais devenir une de ces personnes. Tu m'en parleras. Je vais y penser. Écoute, on va garder nos 2 chiffres parce que qui a 2 chiffres derrière son dos et qui joue extrêmement bien présentement? Mathias Ekholm. T'attendais peut-être pas ce nom-là. Ouais, c'est là que t'es allé avec ça. Hein? C'est là que j'allais avec ça. Parce que je veux commencer là, de base cette série finale-là qui est présentement 1-0 pour les Oilers. Le prochain match serait dès ce soir. Côté Edmonton aussi pour prendre l'avance de 1-0, idéalement pour les Oilers. Mais Mathias Ekholm, depuis son retour, plus 4, 1 but, 1 passe. Et lors du dernier match, justement, qui s'est rendu jusqu'en prolongation, on a joué 25 minutes sur la patinoire. Premier match, on avait joué 15, évidemment. On s'attend à reprendre un peu ses jambes. Et là, tout d'un coup, il se fait insérer sur le premier trio, qui est stupide, là. McDavid, Draisaitl, Perry, Ekholm et Bouchard. Bonne chance. Ils ont fait leur job, justement, lors du premier match. Ça niaise plus, côté Edmonton. Mais je veux parler de Mathias Ekholm. Je crois que c'est la meilleure version de Mathias Ekholm qu'on a vue. Et ça n'en dit gros parce que l'année passée, Mathias Ekholm était dégueulasse. Tellement bon, là. C'était lamentable, mais je pense qu'il a repris de cette forme-là et à lui seul ternit un peu ce premier trio-là des Panthers parce qu'on va s'entendre, c'est pas Evan Bouchard qui va faire ça. Carter Verhaeghe a été de loin le meilleur joueur sur ce premier trio-là. Barkov n'a pas fait grand-chose. Même chose pour Sam Bennett, était un peu invisible, mais Verhaeghe... Sam Bennett a eu un match quand même, là. Écoute, je pense... C'était pas mauvais, hein? Il était meilleur que le trio de Westarinen. C'est le meilleur joueur de l'équipe, là. Dans ce match? Dans le match, ouais. Intéressant. Qui d'autre? Verhaeghe était pour moi le meilleur joueur de cette game-là. La défensive était... comment je pourrais expliquer la défensive? La défensive des Panthers était comme cette pauvre roche qui se fait kicker le long de la rue. Bennett a eu un gros rôle à jouer sur le premier but parce qu'encore une fois, il était devant le filet. Je veux dire, il a marqué aussi un peu plus tard dans le match. Je sais pas. Je l'ai pas... échappé, je veux dire. J'aime pas Sam Bennett non plus. J'ai pas nécessairement apprécié sa game. En tout cas, non, moi je pense... En tout cas, pour moi, c'est un des bons joueurs, un des rares bons joueurs des Panthers dans ce match-là. Ça. Puis je me demande juste à voir si ça va perdurer cette... ce gros manque de production côté Panthers. Parce que côté Oilers, on est réveillé pas à peu près. Ouais. Depuis le regard McDavid Draisaitl, c'est 5 victoires consécutives sans remords côté Oilers. Et Stuart Skinner qui, était correct, était bien, mais c'était pas le Stuart Skinner qu'on avait en fin de série contre Dallas. Mais ça va être un peu dur à éclipser. Là, on s'entend, c'est incroyable cette séquence-là. Mais moi, je veux savoir de toi, Philippe, là qu'on a vu le premier match,
Est-ce qu'on s'attend encore à ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire, moi j'avais prédit Oilers en 5. Est-ce que tu t'attends que les Panthers rebondissent ce soir? On s'attend à quoi de côté? Ouais, je suis encore très sceptique sur le 5. Là. Ça me paraît assez expéditif pour une équipe comme les Panthers, puis pour une équipe comme les Oilers aussi, qui est capable de bons comme de mauvais. Heureusement, là, je pense qu'ils sont à un stade de leur croissance là, en tant qu'équipe où il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Mm-hmm. Mais de là à gagner en 5 sur les Panthers, ça me paraît un peu irréaliste. Les Panthers étaient quand même bien positionnés dans ce match-là. Un des revirements aussi des revirements dans ce match-là, ou un des moments clés dans ce match-là aussi qu'on peut sous-estimer, parce que oui, je sais que McDavid, évidemment, a été, encore une fois, on peut dire le sauveur des Oilers avec les deux passes primaires qu'il a réussi sur le but égalisateur puis le but gagnant. Mais avant même ça, un but qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de Arvidsson qui a été qui est un but très très important, un jeu simple aussi, tir frappé, près de la ligne bleue, puissant, bien placé quand même, et pas oublier le travail de Paul Colson aussi, qui a définitivement eu un rôle crucial à jouer sur ce but-là, parce que Bobrovsky ne laisse pas rentrer des rondelles comme ça de la ligne bleue. Il n'y a aucune chance. Donc, cette petite glissade là, qu'il a fait juste au bon moment aussi. C'était un jeu qui était très simple mais très bien organisé. Un bon jeu de hockey, comme on aime voir. Puis c'est ça que les Oilers ont besoin aussi de la part de leur trio, de leur profondeur. Donc, moi, je mettrais quand même là, une belle mention là, à côté de ce but-là. Qui était quand même, pour moi, je pense, une bougie d'allumage. Okay. Parce qu'à 3-1, les Panthers, pour moi, sont encore en contrôle. Et puis, ce but-là, vraiment, a pavé la voie au reste qui était, évidemment, Connor McDavid. Connor McDavid, là, quand il reste juste un but à aller chercher, là, c'est pas bien compliqué. Mais, OK. Tu sais, c'est juste comme il y a une switch, il y a un interrupteur, c'est comme ça se fait en un claquement de doigts, puis c'est juste l'instant, c'est un requin, il est c'est le Kobe Bryant du hockey. Oui, absolument. Puis juste affamé, toujours en train de voir où il peut se positionner, où il peut se faufiler sur la patinoire pour trouver un peu d'espace puis causer du dommage. Puis ça en prend tellement peu, je veux dire. On l'a vu en même temps. Beaucoup de crédit à l'entrée de zone de Connor McDavid en avantage numérique. Oui. Pas tout le monde peut faire ce genre d'entrée de zone-là. C'est rapidité, juste laisser de l'espace pour Nugent Hopkins. Quelques passes sur le flanc gauche. Mais brio à Corey Perry aussi, tu sais, recevoir cette rondelle-là, Mikkola qui vient sauter sur lui et rapidement va juste ramener du revers derrière, qui est une passe fabuleuse en passant. C'est les mains aussi de Corey Perry qui sont encore à son âge. Ils sont pas vieilles, ils sont pas vieilles. Il y a beau vieillir Corey Perry, mais les mains sont encore là. Puis, toute qu'une passe. Ça produit ce genre de jeu-là. C'est un joueur qui est sous-estimé. Mais je pense que mon plus grand bémol là-dedans, Phil, c'est qui dans ce monde laisse Leon Draisaitl fin seul dans son spot de prédilection. Il n'y a aucune chance qu'il manque de là. Ouais. Et honnêtement, j'ai beaucoup de blâme à donner à Niko Mikkola. Parce que, tu sais, je comprends qu'on a des avantages numériques, mais regarde, t'as Corey Perry qui est de base dos au jeu, ne peut rien faire d'instantané dans cet instant-là. Fait qu'au lieu de jouer tranquillement ton carré, ta boîte, tu vas presser Corey Perry et laisser le meilleur joueur, selon certains de tous les temps, en tout cas le plus talentueux de tous les temps, seul devant ton gardien. T'as peut-être pas la bonne décision défensive, puis sans oublier le pauvre Barkov qui était laissé devant Bobrovsky qui avait deux joueurs à surveiller. Écoute, son bâton était quand même dans la ligne de passe, mais ce qui arrive, c'est que contre Connor McDavid, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est arrivé sur ces deux buts-là? C'est des passes soulevées, puis écoute, c'est tellement... Techniquement parlant,
ces passes soulevées-là, c'est pas facile. C'est pas facile à réussir. Comme si vous avez déjà, essayé avec un bâton de hockey de soulever une rondelle comme ça, de toujours réussir à le faire dans un mouvement rapide, efficace, puis de faire atterrir la rondelle comme elle se doit. Puis en plus, Draisaitl, lui, est capable de prendre une rondelle autant sur le pied arrière que le pied avant. Absolument. Ça n'a aucune importance. Donc, la cible est large pour McDavid. Puis c'est pour ça que Draisaitl est le parfait complice. C'est juste que il y a tellement de marge d'erreur pour McDavid, comme il sait que la passe doit juste être bonne, elle n'a pas besoin d'être à 100% de précision, mais elle a juste besoin d'être dans une aire là, où Draisaitl se trouve, puis à ce moment-là, souvent, c'est partie terminée là, pour les adversaires. Puis c'est un talent que McDavid a développé aussi de réussir ces passes-là avec très très peu d'espace, mais c'est difficile à gérer pour les adversaires. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est porté vers le disque, on est porté vers aller justement à confronter McDavid, mais c'est jamais la bonne décision parce que c'est à ce moment-là, justement, dès que tu fais un petit Je pense pas qu'il y a une bonne décision. Non, c'est ça. Dès que tu, dès que tu lui donnes ce petit signal-là, cette information-là, il est tellement vite à reconnaître ça, puis il va te le faire payer immédiatement. Donc, c'est de la patience, puis c'est un peu jouer au chat et à la souris. Puis souvent, McDavid va remporter ce duel-là. Donc, c'est pas toujours, mais bon, juste pour finir ce petit segment-là, prédiction pour le match de ce soir, est-ce que c'est victoire à la maison pour les Oilers ou on reprend un match côté Panthers? Moi, je pense que les Panthers vont aller chercher ce deuxième match-là. Okay. J'ai du mal à voir cette équipe-là tomber de l'arrière 2-0. Mais en même temps... Tombé de l'arrière 2-0 contre Toronto, je te rappelle. Oui. Puis en même temps, les Oilers sont tellement bons à la maison. Puis l'explosion d'applaudissements c'est une éruption à toutes les fois qu'il se passe, qu'il y a un but dans cette arène-là. C'est comme... Je sais pas, vraiment... On parle toujours du Centre Bell, mais franchement, l'atmosphère, c'est quoi déjà? C'est plus j'allais dire le Rexall Place aussi. Attends, en tout cas, l'atmosphère dans cet amphithéâtre-là, c'est quelque chose de spécial, là, vraiment. Le Rogers Place. Ouais, cette espèce de vague orange-là, puis le monde avec les grosses perruques orange farfelues, puis c'est une fête à Edmonton, puis ce party-là est juste... C'est complètement survolté. Mais tu dis quand même que les Panthers vont remporter le match. J'ai l'impression, mais c'est comme les Panthers marquent. Tu penses qu'ils ont du vent dans les voiles. Tu penses qu'ils ont un petit boost, qui sont loin devant. Puis en un instant, les Oilers peuvent revirer la situation. Donc, je vais aller avec une victoire des Panthers, mais ça va être un match serré. Je pense que les Panthers vont jouer un match solide, puis juste freiner suffisamment la poussée des Oilers. Je veux dire, peut-être un 3-2. Je vais pas te mentir, je pense que les Oilers l'emportent 5-0. OK. Je pense que ça va être un match où on va mettre notre pied à terre avant d'aller à l'étranger. Ce résultat-là aussi. Puis juste carrément démonter cette équipe-là des Panthers, les limiter à genre 23 tirs au but dans le match. Okay. Stuart Skinner, un jeu blanc avec quelques arrêts clés. Mais je pense vraiment que ça va être un match où les Oilers vont dire « Hey, on le veut cette année. » Bracez-vous quand on arrive en Floride. Je pense que ça va être ce genre de match-là, mais bon, à voir le match de ce soir, on va certainement l'écouter. C'est une des finales les plus anticipées là, des dernières années, cette finale-là. Puis les Oilers, finalement, ont beaucoup de personnes derrière eux, puis moi, je leur souhaite vraiment... Beaucoup en Paul Maurice aussi. Je pense que... Moi aussi. Je pense que c'est un coach très, très intelligent, très savant quand même. Puis le meilleur des récents décennies, peut-être. Ouais, puis je pense que d'avoir eu un match comme ça sur la route pour lui, puis d'avoir eu cette expérience-là, je pense qu'il va rapidement chercher à apporter des ajustements. Puis c'est ça la qualité de Paul Maurice comme entraîneur, c'est qu'il est
toujours capable là, d'adapter le jeu de son équipe, puis d'aller chercher justement les petits détails à l'intérieur du jeu qui font toute la différence. Mais écoute, t'as beau être un fin tacticien à un moment donné, quand tu joues contre Connor McDavid, c'est ça. C'est comme... T'es juste un plombier. Tu peux juste t'adapter sur le match. C'est comme... It is what it is. Il faut juste que tu l'acceptes, puis c'est ça que c'est. En parlant d'It is what it is, eh bien, côté Roland Garros, Phil, il y a un de ce genre de moments-là qui s'est passé. Parce que Loa Boisson, comme j'aime bien l'appeler, parce qu'elle n'a pas de tréma, mais je sais que c'est Lewis, a malheureusement tombé en demi-finale face à Coco Gauff. Et tu te dis, bon, it is what it is. Mais ce parcours-là a été remarquable. On en parlait tantôt, quadruplé le montant d'argent qu'elle a gagné en carrière avec cette performance. C'est la fin de son parcours dans ce tournoi-là. Absolument. C'est le début de son parcours. Dans sa vie, dans sa carrière, voilà. Reste, et tu disais qu'elle avait grimpé 279 spots? De 361e à 65e, donc 296 oh my positions. God, 87. Dans le classement. Ouais. C'est incroyable. Félicitations, Loïs, pour finalement ton top 100. Son parcours, pas compliqué. Des noms qu'elle a vaincus. Elise Mertens, Jasmine Pegula et Mira Andreeva. 6e mondial, Andreeva. Pegula 3e, tu sais, ça niaise pas. Là. Et malheureusement, a tombé face à la 2e tête de série, 2e mondiale Coco Gauff. Manière assez évidente aussi, là, c'était clair. Là. Ouais. Justement, Coco Gauff qui va affronter la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui, elle aussi, là, a connu un bon parcours, battu Iga Swiatek, notamment. Tu sais, c'est drôle aussi parce que quand tu t'amènes comme ça des qualifications à part d'ailleurs les qualifications Louise Boisson pour ensuite se rendre dans le tableau principal. Puis quand tu pars de là puis tu arrives dans le tableau principal, tu as vraiment comme ce sentiment-là d'avoir absolument rien à prouver. Tu joues vraiment pour jouer. Puis souvent, c'est ça justement qui va permettre ces longues séries de victoires où c'est arrivé déjà des joueurs comme ça. C'est qui du côté des hommes qui a fait... Goran Ivanisevic? Oui, non, mais je pensais au Roland Garros de cette année. C'est un Portugais, là, mais en tout cas, oui. Oh my God. Enrique Rocha. C'est ça. Puis, qui sont rendus en ronde des 16. C'est le genre de choses qu'on va voir de temps en temps, justement, parce qu'il y a cette espèce de liberté-là sur le terrain. C'est comme... puis c'est quelque chose aussi de très spécial, parce que tu vas juste vivre ça une fois dans une carrière. Comme si tu le fais, tu vas juste le vivre une fois, tu le vivras plus à nouveau, parce que c'est comme une espèce de feuille blanche. Tu pars vraiment avec aucune attente, mais je me demande à quel moment dans un tournoi tout d'un coup il y a comme... C'est sûr qu'à un moment donné, Louis Boisson a fait comme, mais attends un peu, là. Je joue pour quelque chose. Je suis encore de finale, là. Je suis en demi-finale, là. Puis peut-être que c'est ça qui s'est produit contre Coco Gauff. Mais c'est peut-être que c'était juste du training à chaque jour. Ouais. Je vais m'entraîner contre qui aujourd'hui? Pas juste Elise Mertens. OK, pas de trouble. Fais une coupelle de balle. T'as remporté le match. Cool. Moi, justement. En tout cas, c'est quelque chose d'unique. Puis aussi, comme... c'est une vie, une carrière qui est carrément transformée, parce que, écoute, de 2021 à 2025, en termes de prize money, donc l'argent remporté par les prix, Louis Boisson qui avait accumulé 130 000 €, donc on se situe peut-être autour de 30 000 € en moyenne par année. Et puis, toutes les dépenses qui sont associées à la carrière, au voyage de tennis, etc. Donc, on s'entend, elle faisait pas des grandes marges de profit, là, c'est certain. Et puis, tout à coup, Roland Garros, 700 000 € amassés en prix. Parce qu'évidemment, gros tournoi, des grosses cagnottes, donc l'argent peut s'accumuler vite. Puis avec ça, avec la 65e position mondiale aussi, vont venir les sponsors, les commanditaires, etc. Sa vie vient de commencer. C'est incroyable. Ça transformé en un clin d'œil comme ça. Et puis, ça promet aussi pour la suite. Elle est toute jeune quand même, Louis Boisson, 23e. Pour parler un peu de son jeu, de son tennis, je dirais qu'elle mise beaucoup sur la variété.
la joueuse qui m'était venue en tête, peut-être, initialement, ce serait, comme comparaison, ce serait comme Unshaba, par exemple. Oh, wow, OK. Ouais. mais avec plus de puissance. Fait que c'est là qu'il y a une différence, comme plus de puissance, surtout côté coup droit. Okay. Mais oui, mise beaucoup sur la variété de son jeu, un peu comme aussi Lorenzo Musetti l'a si bien fait au cours de il a tellement bien mixé qu'il s'est cassé un pied, gars. Ouais, malheureusement. La fin de parcours qui n'était pas idéale. Mais ouais, voilà. C'est une joueuse qui a quand même beaucoup de diversité dans son jeu et ça c'est très important. C'est un jeu aussi évidemment qui est très adapté à la terre. Je sais pas à quel point ce sera efficace sur une surface comme le gazon ou la surface dure. Ouais. Mais c'est à voir. Elle a quand même un coup droit aussi qui peut être très qui peut causer beaucoup de dommages sur toutes les surfaces. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la terre, ça a l'avantage aussi d'être une surface plus lente, donc il y a plus de préparation avant les coups, etc. Il y a un peu plus de temps pour s'ajuster, pour justement préparer ces gros coups droits-là. En passant, statistique là, un peu poussée, mais vraiment, vraiment intéressante. Côté RPM, donc les rotations qu'on met sur la balle en coup droit, Loïs Boisson frôle les 4000 RPM, ce qui est plus que Iga Swiatek, qui est la référence en matière de tennis féminin. Il n'y a personne qui égale ces marques-là. Donc, on a observé des frappes là, où elle dépassait même les taux très impressionnants de Swiatek et même s'approchait du côté masculin là, des Alcaraz et des Sinner. Donc, ça déménage quand même. Fait que c'est pas un one semi-final wonder, ça, là. Je ne crois pas. Ne crois pas. Et puis, ce qu'elle fait très bien aussi, c'est qu'elle se positionne pour frapper son coup droit. Et ça, c'est quelque chose qui est rare dans le tennis féminin. On voit beaucoup plus les joueuses très équilibrées jouer autant des revers que des coups droits. Il y a moins cette tendance-là, comme on voit au tennis masculin, de contourner pour frapper les coups droits. C'est pas aussi commun. Et puis, Loïs Boisson, je pense qu'elle faisait un rythme de 65 à 70% de coups droits dans ce tournoi-là, ce qui est quand même très bien. Et puis quand on peut utiliser son arme principale comme ça, c'est toujours une bonne chose à implémenter dans son jeu. Également, son revers moyen, mais elle utilise aussi des bonnes frappes coupées, donc des slices, ce qui a aidé aussi beaucoup à justement... peut-être contre une Pegula, par exemple, là, ça a déstabilisé son jeu un peu. Et puis, c'est ce qui a permis de justement aller briser l'armure de joueuses comme ça. Mais maintenant, elle est connue. Donc, c'est une autre histoire pour la suite des choses. Maintenant, on sait un peu qu'est-ce qu'elle amène comme jeu. Donc, ce serait intéressant de voir comment elle s'adapte au cours des prochains tournois. J'ai hâte de voir parce que là, bien évidemment, elle sera invitée directement au moins, à Wimbledon, puis au US Open par la suite. Donc, j'ai hâte de voir si on va voir son nom encore loin dans les tableaux du Grand Chelem. J'en suis d'accord. Je pense que quelque chose que j'ai apprécié aussi, juste vite fait, de Boisson, c'est qu'elle ne lâche pas. C'est pas quelqu'un qui va arrêter du tout sur le terrain, puis ça, c'est vraiment une caractéristique incroyable. Là. C'est pas une Bublik ou une Kyrgios. Elle va aller jusqu'au bout pour terminer son échange, et ça, on adore ça. Vite fait, prédiction pour la finale féminine, on a déjà les deux noms, c'est-à-dire Aryna Sabalenka et Coco Gauff. Qui va l'emporter entre ces deux femmes? Je rappelle qu'aucune des deux a remporté Roland Garros. Non. Donc, ce sera le premier titre pour une des deux. Et finale pour Coco Gauff, aucune pour Sabalenka. Coco Gauff l'a perdu une ou deux fois? Une fois en 2022. OK. Évidemment contre Iga Swiatek.
OK, oui, c'est ça. Oui, Iga Swiatek qui... On a remporté 4 fois, on l'a vu tantôt. c'est ça. 4 fois en 5 ans, c'est fou. Oui, absolument. Et puis, n'est plus dans le portrait. Courtoisie de Aryna Sabalenka. Et c'est une prédiction difficile. Écoute, je suis allé voir là, du côté de leurs affrontements précédents. C'est 5-5 pour Aryna et Coco. Sabalenka est comme... Je sais pas. C'est ça, j'ai encore envie de penser qu'il y a des façons de la provoquer ou de l'amener à s'auto-détruire. OK. Je pense qu'il y a encore ça dans Sabalenka parce que ça l'est déjà arrivé par le passé en finale de Grand Chelem. Coco Gauff, notamment, l'avait fait au US Open. Sabalenka qui avait mené, je pense qu'elle avait remporté le premier set 6-2 ou quelque chose du genre. Et puis Coco Gauff qui était revenu par la suite pour remporter les deux sets suivants. Et je pense que Coco Gauff a cette faculté-là de provoquer puis de trouver là, peut-être là, les petits trucs là, qui vont taper les nerfs, là, taper sur les nerfs de Sabalenka. Je vais lui donner la victoire, je pense, dans cette finale-là. En 3-7. Je vais avec 2, moi. D'après moi, s'il va avec 2. Sabalenka là, vient de jouer contre Iga Swiatek. Oui, c'était un long Coco match. Gauff vient de tuer Loïs Boisson. Ouais. Il y a des niveaux à ce tennis féminin-là. Puis, je pense que Coco Gauff a atteint son apogée. Je pense que Coco Gauff va devenir la meilleure joueuse au monde d'ici la fin de l'année. Surtout avec la surface dure qui arrive. Ouais, je sais pas, elle a combien de points là, de... Faudrait, si ça te dérange pas, de vérifier vite fait. Je vais y aller. Je pense aussi que c'est Coco Gauff, puis je pense que ça va être en 2-7 pour remporter là, son premier titre à Roland-Garros. Et premier titre depuis le US Open, bien sûr, l'an passé, qu'elle tente de redécocher cette année, j'en suis certain. Ok, c'est loin. C'est quand même loin. Ouais, Sabalenka a connu des résultats. C'est 4000 points. Fait que ça va rien changer si elle gagne Roland-Garros. Côté masculin, on a un nom qui est Carlos Alcaraz, a défait Musetti dans un match qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Dommage, c'est dommage pour Musetti, on n'en parlera pas plus qu'il faut. Là. C'est juste... c'est deux excellents sets de tennis, franchement. Oui, les deux premiers, oui, absolument. Ça jouait du bon tennis. C'est quoi, un 6-4, 6-7, puis après ça, un 0-6, 0-2 pour un walkover. Oui, voilà. Mais Musetti qui a démontré de belles choses pendant toutes ces 2 semaines de tennis. Va grimper au classement, le Musetti, certainement. Est-ce qu'on te frappe le top 5, tu penses? Il est 8e présentement, Musetti. Je pense que oui. Je pense que oui, avec l'exit de Zverev. Oui. Je dirais relativement pas. C'est quoi, quart de finale, Zverev? Oui. Ouais, oui. Il me semble que c'est quart de finale, je me trompe pas. Défaite contre Djokovic, oui. Voilà. Puis, tant qu'à moi, on frôle le top 5, puis c'est drôle de voir Lorenzo Musetti dans un top 5, mais je suis extrêmement content du résultat. Ouais, d'après moi, il peut vraiment quand même, là, Musetti, appartenir à cette classe-là de joueurs. C'est pas le plus puissant quand même, là. C'est pas le plus explosif peut-être, mais il y a beaucoup de qualité et c'est un combattant aussi, Lorenzo Musetti. J'aime beaucoup son revers à une main, j'aime beaucoup son revers coupé aussi, et aujourd'hui servait extrêmement bien. C'est peut-être là aussi que Musetti, là, il faut qu'il aille chercher peut-être une petite coche de plus au niveau du service. S'il peut servir comme il a fait aujourd'hui pendant les 2 premiers sets, là. D'ailleurs, c'est ce qui a supposément causé sa blessure aussi sur un service là, qui se serait senti là, une petite douleur dans la jambe gauche. En atterrissage, à ce moment. Oui, en atterrissant. Mais servait très très bien aujourd'hui, puis je pense qu'il a prouvé que lorsqu'il est capable là, de mettre des premières balles en jeu, c'est vrai qu'Alcaraz par contre était justement un petit peu en dessous de son niveau, mais il peut quand même là, compétitionner avec
les Alcaraz, les Sinner, je pense pas vraiment de façon constante. Là. Je pense que sur son meilleur jour, il peut arriver au même niveau que ces gars-là. Mais top 5, c'est mérité. Et champion Grand Chelem, sûrement pas. Mais on le reverra. On le reverra en demi-finale, en quart de finale. Peut-être même une finale. Qui sait. Je pense qu'il peut aller loin quand même. Il vient d'avoir tout qu'un point entre Sinner et Djokovic. Ce match d'ailleurs là, qui devient de plus en plus intéressant. Djoko qui va possiblement avoir un bris. C'est parlant de Sinner. Oui. Cet homme n'a pas perdu un set jusqu'à présent dans son chemin jusqu'en demi-finale. Ne s'attend pas de perdre contre Djokovic, à moins de surprise. Djokovic a encore, mon Dieu, tout que du talent, bien sûr, dans le corps. Mais, finale, est-ce que ce sera Alcaraz-Sinner? Si c'est Alcaraz-Sinner qui l'emporte, et si c'est Alcaraz-Djokovic qui l'emporte. Présentement, le plus grand avenir du jeu de Sinner, c'est à quel point il est encore plus dominant, surtout sur son jeu en fond de cours. J'ai jamais vu quelqu'un envoyer des balles si constamment près de la ligne de fond. Le service de Jannik Sinner est devenu le meilleur service du circuit et je ne sais pas quand ça allait arriver, mais je pense que c'est le meilleur deuxième service que j'ai jamais vu. Une balle courbée qui monte par-dessus l'homme et sa raquette, c'est du jamais vu. Comment t'arrêtes ça? Je le sais pas. Cet Italien est juste fou et je pense qu'on n'a pas vu un numéro 1 mondial si dominant en de nombreuses années, puis je parle peut-être même du prime de Djokovic. Là, c'est poussé. Là. Sinner a juste c'est poussé quand même. Remporté tous ses tournois sauf un cette année. Il a fait combien de semaines consécutives, Djokovic, en première mon Dieu, combien de semaines? Ça demande une grosse... C'est quelque chose. C'est 300 semaines? C'est ridicule. Je me trompe pas, c'était 300 semaines? Là, il faut fact-checker. Là. Mais non, Sinner qui arrive à une année, dans une semaine, un peu moins qu'une semaine, justement aussi, à son spot de numéro 1. Et donc, depuis qu'il a eu son spot... 428. C'est plus que 428 semaines. 428 semaines. C'est 8 ans. C'est pour ça qu'il faut pas lancer des choses. C'est un début, ça. C'est un début. C'est un énorme début. Puis qui va déloger Jannik Sinner? C'est un homme qui constamment se rend des finales. Alcaraz l'a battu à Rome, mais c'est tout. Moi, je pense que la première position est encore très interchangeable entre Alcaraz et Sinner. J'y crois plus, moi. Il y a un gros gap de talent. Il n'y a pas un gap de talent. Il y a un gap de maturité. Arrête. Il y a un gap de maturité. Alcaraz est très mature. Non. Ben pas dans ses choix de jeu. Pas dans ses choix. Tu trouves qu'il est enfantin dans ses décisions et non... Non, c'est stratégiquement parlant, Sinner est beaucoup plus mature. Il fait toujours la bonne chose sur le court. Il a plus de talent pareil. Il a un meilleur service, il a un meilleur coup droit. Son revers à plat est dur à battre. Pour moi, Alcaraz est juste plus rapide quand j'y pense vite fait. Non. Pour moi, c'est encore comparable. Mais comme oui, le jeu de Sinner est tellement dominant en fond de terrain, non seulement parce qu'il est puissant, oui, mais je pense pas que c'est la puissance qui fait la différence sur Alcaraz. Ils sont pas tellement loin un de l'autre. C'est la stratégie. Écoute, Sinner a juste plus développé ses habiletés tactiques. Il a une meilleure vision du jeu, puis il a une meilleure compréhension du jeu aussi. Il essaie pas de faire des coups qui se peuvent pas tout le temps. C'est un peu ça le problème d'Alcaraz, c'est qu'il va souvent essayer les gros coups épatants, puis il n'a pas encore développé cette patience-là dans son jeu. J'écoutais tout à l'heure les commentateurs du match, et puis c'est drôle ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Alcaraz était le joueur espagnol le moins espagnol ever, puis c'est vrai. Voyons. Oui, non, mais c'est tellement ça, parce que les Espagnols, c'est un style de jeu, c'est une façon d'approcher le tennis qui mise sur la constance, puis qui mise souvent à pousser l'autre à l'erreur. Alcaraz joue un tennis qui est plus similaire à un tennis américain. C'est strike first. C'est comme toujours essayer d'être le premier à justement mettre la pression sur l'adversaire. C'est atypique. C'est atypique pour
pour son pays. Et puis... Comment le pays derrière. Regarde, oui, je comprends. Le tennis espagnol, c'est une mentalité. Tu peux c'est pas très défensif. Tu peux pas dire autrement. Mais c'est très défensif, le tennis espagnol. C'est extrêmement défensif. C'est ça. Mais Alcaraz, c'est un Espagnol dans son corps et c'est pas proche. C'est un homme très rapide de fond de cours. C'est juste que la manière... C'est juste qu'il attaque juste plus qu'un Espagnol. C'est ça. Ça change pas, comme pour moi, la dominance. Il attaque plus et il attaque excessivement. Il attaque comme il devrait pas attaquer. Il faut qu'il incorpore un petit peu plus de la mentalité espagnole dans son jeu. Tout de suite, il est trop américain. Il est trop... tu lui dis ça, Phil. Moi, je vais m'abstenir de cette conversation. Il est trop américain présentement. Et je pense que ça l'empêche de progresser plus loin. Il faut qu'il... Plus loin que quoi? Oui, il peut aller plus haut. Alcaraz peut aller plus haut en nuançant son jeu, en y allant de façon un peu plus balancée. Il peut aller un peu plus haut encore. Il y a encore une autre coche à aller chercher à son jeu. J'y crois fermement, j'y crois dur comme fer. Et s'il peut justement adapter un peu plus, avoir une meilleure vraiment compréhension de quand être offensif, quand être défensif, c'est là qu'il va encore aller s'améliorer. Puis c'est là qu'il peut peut-être égaler Sinner ou se rapprocher de Sinner. Mais présentement, Sinner est au-delà à cause de sa puissance, oui, peut-être marginalement, mais surtout à cause de sa façon d'approcher le jeu puis du tennis plus mature qui joue. Faut passer à autre chose aussi, là. Mais je vais dire ça ici. Si tu dis à Carlos Alcaraz d'attaquer moins dans son jeu, il va devenir le 5e meilleur joueur mondial. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui fait Carlos Alcaraz que l'idée de pousser l'adversaire d'un côté puis de l'autre du terrain rapidement. Oui, mais c'est la manière qu'il joue puis c'est la manière qui fonctionne. C'est pas nécessairement ça. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est attaquer quand tu devrais pas attaquer. Comme attaquer quand tu devrais pas attaquer, c'est une autre chose. Comme tu peux pas toujours essayer d'attaquer des balles qui sont... Tu peux pas attaquer des balles qui sont pas attaquables. Comme à un moment donné, si t'es d'une même, hein, si t'es 10 pieds en arrière de la ligne de fond puis que t'es sorti de la ligne de double, t'essayes pas de frapper un coup gagnant à long de ligne. Tu remets la balle en jeu puis pourquoi pas? Survis. Non, parce que c'est trop low percentage. Moi, j'aime ça. C'est fou de ton low percentage. Si ça marche, ça marche. C'est Shapovalov juste 4 fois meilleur. Il n'y a pas... moi, je m'en fous vraiment comme je trouve qu'Alcaraz. C'est le fun à regarder. C'est très plaisant à regarder. C'est le fun à regarder. Mais... Je comprends l'idée qu'il n'est pas espagnol, mais là, à dire qu'il devrait jouer plus défensif, je suis tellement pas d'accord avec ça. Il faut qu'il nuance un tout petit peu plus. Il faut qu'il soit un petit peu plus intelligent. C'est juste ça. On verra. Ça. Mais il est pas loin du bon équilibre. Il est vraiment pas loin. Il faut pas qu'il arrête d'attaquer non plus. Ça va pas servir sa cause. Mais c'est juste une question de timing puis de savoir quand le faire. Puis une autre chose, là, parenthèse rapidement, une autre chose qui est très intéressante aussi, je trouve, c'est que Sinner est rendu à un niveau où on attend de ses adversaires ce qu'on attendait des adversaires de Djokovic il y a pas longtemps. Fait que la défaite. Oui. Et aussi, par exemple, quand on jouait contre Djokovic, il y avait une époque où on jouait contre Djokovic puis on se disait, comme littéralement, le seul espoir, c'est que tu fasses comme des folies sur le terrain. Littéralement, c'était ça. Comme, ça, Superman. Non, mais il faut que tu fasses des... Tu veux battre Djokovic? Ah, ok, je sais pas. C'est comme, essaye de quoi? Comme, essaye un service volé. Ouais. Essaye un amorti. Essaye quelque chose. Yeah. Il faut que tu le sortes du fond de terrain. Tu vas pas gagner comme ça. Puis là, on en est à une époque où c'est Djokovic qui est contre Sinner puis qui doit lui aussi s'en résoudre à des stratégies comme ça. J'ai jamais vu faire autant d'amortis en première manche. Exactement. Il arrêtait juste pas. Il est rendu à ce stade-là de sa carrière où c'est drôle parce que... C'est juste drôle, ouais.
c'est contre lui qu'on devait faire ces choses-là avant et maintenant, c'est lui qui se retrouve dans ces chaussures-là. Je pensais pas qu'on allait voir de sitôt un joueur aussi dominant que Djokovic au point où Djokovic lui-même, je sais qu'il a 38 ans, mais au point où Djokovic lui-même doit miser sur de la variété puis essayer de déboussoler son adversaire. Ça en dit gros. C'est là qu'on en est puis ça en dit gros. On en dit énormément gros. Je vais te dire, bon, Alcaraz, aucun deuxième titre de suite. Sinner va remporter Roland Garros de son côté. Alcaraz. OK. C'est juste pour dire le contraire. Ouais, va chier. Donc, on passe maintenant, on va faire appel à Manon parce que c'est le temps. Le moment du mois, le repêchage de notre pool de Formule 1. Juste là, pour vous briefer vite fait sur la performance des 3 équipes dans la ligue. Je suis en tête de cette ligue, mon Dieu, depuis le début, mais Philippe a pris toute qu'une culbute en bas du classement. Présentement, 1329 mains. 29 mains, oui. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous concocter. 1329 points pour moi-même et la monnaie de la piastrie. Manon qui a 1010 points présentement à deuxième et Philippe Tanktown qui est présentement là, avec son 123 points. Mon équipe démocratie, man. C'est bon ça. Avec ton 123 points, Phil, tu frôles le 800 points. T'es à 799. Okay. Fait que, mais bon, on va faire appel à Manon présentement pour on va aller voir si ton repêchage sera meilleur que celui de la semaine. Mon Dieu. De retour pour ce segment tour de piste avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Allô. Manon, donc. T'es là pour le repêchage. J'ai déjà débriefé Philippe. Les standings sont la même chose qu'ils ont été depuis le début, c'est-à-dire moi, toi et lui. Wow, ça donc, Phil, on garde qui? Ou quoi? Quelle écurie? Ou je vais mettre toute ma foi en Alex Albon et le garder dans mon t'as Ferrari, Loulou? Garde Ferrari? Non, je l'ai vu plus. OK, fait que Ferrari au vidange. Oui. Moi, je garde Oscar Piastri. Maintenant, on va garder McLaren. Et donc, wow. Phil, vu que t'es dernier, t'as le choix numéro 1 de ce repêchage pour notre pool de ce mois-ci, qui est le mois de juin. Avec Max. Tu prends Max? Oui. Avec Max. OK, Max Verstappen, le premier choix total. Max. Manon, c'est moi. Choix. Oui. Et je vais prendre... Et je vais prendre... Oh! As. OK, je vais prendre As. OK. Êtes-vous prêts pour ça? Lando Norris. Bienvenue dans l'équipe. Attends, tu vas prendre Lando et... Comment c'est possible? C'est impossible que tu réussisses avec ça. C'est absolument possible. Et j'ai un autre choix. Et je vais donc y aller avec... bon, allons-y. Tu vas prendre celui qui est moins cher. Avec Franco Colapinto. Et là, ça va être à ton tour, Manon. OK. Et... Mon Dieu... Je vois pas comment tu vas t'en sortir dans ton histoire, là. Ouais, je vais m'en sortir, t'inquiète. Le maître de l'évasion. Le maître de l'évasion. C'est très mignon ce que tu viens de dire. Oh my God. Et moi, je vais prendre... celui qui coûte le moins cher, en vrai, je pense. Liam Lawson vaut 5.4. Et je vais prendre... Tu peux prendre Alonso. Si Alonso, ouais, je pense. C'est celui-ci que j'allais. Phil, back-to-back. Envoie Yuki. OK. Ouais. Yuki et... Oui. Et puis... Sainz. Yuki et Sainz, OK. Manon? J'ai pas d'écurie. Je comprends pas ton concept, là. Non, lui non plus. Je vais prendre... Je prends de... Attends. Qu'est-ce que quelqu'un a Colapinto? Oui. Ah. Bonjour. Bortoleto, personne là? Non. Je vais prendre Bortoleto ici. OK. Moi, je vais prendre Isaac Hadjar. Puis, pour ma première écurie,
Yeah. Attends, comment je pourrais faire ça, là? Mais bon courage dans ton histoire, hein, je veux pas dire, mais... Ouais. Je vais prendre... je vais prendre Racing Bulls comme ma première écurie. BRB. Non. Là, il doit te rester, quoi, 2 écuries, un pilote à choisir? Non, il me reste 3 pilotes à choisir. C'est vrai, t'as déjà une écurie. Mm-hmm. T'as déjà 2 écuries? Ben, j'ai pris As. Ah, c'est vrai. Il te reste 3 pilotes. Ok, cool. Et je vais prendre... Leclerc. Ok, Charles Leclerc Ouais, Charles. devient ton premier pilote. Ben, qui d'autre? Ben, qui d'autre s'il n'y en a pas d'autres? Phil, back to back! C'est qui les écuries qui restent là? T'en restes en masse. Il reste. Il te reste la bonne vieille Ferrari, il te reste la bonne vieille Red Bull, la Mercedes. J'ai déjà plus d'argent, mais j'ai rien. Comment t'as pas d'argent? Ben, Verstappen coûte cher. Tsunoda coûte cher pour ce qu'il est. Ah, t'as pris Yuki à comme 17 millions? Ouais. Non, genre. un petit 13. Ah, il est 13? Ouais, Ok, oui. ça va. T'as pris RB, hein? Absolument que j'ai pris RB, mon cher. Ok, As. Déjà pris. Ah, c'est ok. Alpine. Alpine, ok. Ouais, on Et... va prendre Alpine. Et quoi d'autre? Parce que t'as-tu pris back-to-back déjà? Je peux pas prendre Mercedes. Là. No way. Ben, je pense pas, là. T'as déjà dit que tu galérais. Ah, on va prendre Mercedes. Ok. Puis il te reste de l'argent. Il te reste de l'argent avec Il tout me reste ça. 11. 11 millions? Est-ce que ça se fait? Pour une chose? Pour 2. Mais genre... Oh my god! C'est qui les pilotes? Ça se fait pas! C'est qui les pilotes de pouille qui restent? Ben, ça se fait pas parce que le Bortoletto est pris, Alonso est pris, Colapinto est pris. Puis je vais prendre Gasly après. Ben, si ça pas C'est impossible. Ok, il va falloir que je change mon constructeur. Hey, Oui. Je veux pas prendre Keck Sauber. Il y a une limite, là. Ce serait tellement un fair play de prendre kick. Je vois pas comment toi tu termines. Non, ça va. Il me reste 24 millions pour 2 choses. Aston Martin. Donne-moi ton téléphone. Non, Aston Martin, S'il te c'est plaît. peut-être pire. ça va. Que kick? Ouais, probablement. On va avec Keck. On va avec Keck. Ah, mais c'est parce que t'as pas de constructeur. Ben, il m'en manque un, là. Keck et Alpine. Je pense que je suis. Oh, Je pense que c'est la pire performance. Non. c'est ça que c'est, là. Ok. Maintenant, vas-y. Hey boy. C'est ta trosse. Oh, c'est drôle, ça. Ah oui, tu t'es surpassé là. Oh my god. Et... Attends, moi il me reste combien? Oh my god. Oh, c'est dégueulasse. Il est mort. Oh. Le but était de faire la meilleure écurie, pas la démocratie. pire. C'est même pas un village. C'est juste... C'est même pas un village, C'est même pas un respect. comté, c'est juste ça. Ok, moi je dois choisir. C'est juste la pauvre église qui est stock dans la ville depuis des années. Ok, c'est à moi de choisir. Oui, c'est à toi de choisir. Oh god. Bon, attends, si tu prends... Ok, je vais prendre Gasly, mais tu voulais le prendre. Ah, si tu peux prendre, si tu veux. J'ai juste dit mes plans, j'ai chaud, là. Oh, je suis, c'est dégueulasse. Non, ok. Moi j'ai... Ben non, mais t'as pris Sainz, toi? Oui, il a pris Sainz, ouais. Non, il est même pas là. Est-ce que t'as pris Sainz? Non. Non? Ok, ben moi je prends Je Carlos sais pas. Sainz. J'étais sûr que t'avais calé Sainz tantôt. Ok. Oh god. J'en pleure, c'est incroyable. Ben, Il je a déjà comprends. pris kick. Quel dommage, je les voulais peut-être. C'est trop. Ah, là, j'y ai un peu moins pensé, là. Je vais prendre Williams et Pierre Gasly pour finir mon... Puis il me reste 1 million en plus. Wow. Je vais prendre Williams, Pierre Gasly pour terminer mon pool. Manon. Oui, Manon. Pour Ben, terminer le pool. Pour terminer mon pool, je vais prendre... Seigneur. Est-ce que je prends en français? Quel? Esteban Ocon, personne l'a pris, non? Moi, je l'ai pas. Non. Bon, Esteban Ocon.
Bah ouais, je vais prendre un français. Puis il te reste combien? 2.5. Quand même. Phil? Last pick? Non, mais il en faut 2, là. Ah, last picks? Berman. Oui, tu peux. Avec grand plaisir, Ok. mon cher. Et puis... Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais il te reste 23 millions, frère. je sais pas quoi faire avec, là. Pourquoi prends un pilote? George, là. George, on va prendre George. George Russell. Il lui reste 1.1. Finalement, Quand même. son pilote est Verstappen, là, et George devrait Verstappen et repartir. George, c'est bon. On va faire un récapitulatif de Non, tout Non, ça. ton village est mieux. Genre, il a une église et une épicerie, ok? C'est correct. Au moins un concessionnaire de chars. Là, dans le mix. Ouais, c'est ça. Bon, donc, mon repêchage est terminé avec Lando Norris, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isaac Hadjar et Pierre Non, mais Gasly. Stop, tu vas encore nous détruire. Ainsi que RB et Williams pour mes écuries avec 1 million de reste. Phil. Je suis pas d'accord avec ça. Oh my god. Je vais y aller en ordre de croissant. Kicksauber, Alpine, Berman, Tsunoda, Albon, Russell Verstappen. Russell Verstappen. C'est le meilleur. Bizarrement, c'est le meilleur repêchage. C'est ça qu'on doit retenir dans ma formation. Oh my god, je vais brailler. Et change tes pilotes en haut, là. Ah, ok. Mais genre, Ça- Albon à la place de Russell et Russell à la place d'Albon. Mais ça fait. Ok. C'est important, ça. Non, Non. c'est juste ton x2 qui compte. Mais Mais c'est juste tu veux faire que- ta pyramide, hein. Fait que mets Kicksauber dans le top. Juste repêcher Kicksauber, ça a fait ma soirée, pour vrai. Manon, vas-y donc avec ton résumé. Et moi, j'ai pris Charles Leclerc, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto et Carlos Sainz. Je vais me faire détruire. Ben, je sais pas, Ben, là, t'as-tu non. écouté qu'est-ce qui se passait de Non, on va se faire détruire par lui, tout simplement. Puis en écurie, j'ai pris McLaren et Haas. Fait que ton premier pilote, c'est Charles, c'est ça? Ouais. Ok, bon, moi, c'est pas si pire. Je viens d'y penser. Moi qui Mm. prends Oscar et Lando, ça me donne-tu pas le même... Ah non, parce que j'ai un x2 sur Oscar. J'ai rien dit. J'allais dire, ça me donne-tu pas le même nombre de points que toi avec McLaren? Mais Et je non, sais parce que j'ai un x2 Pas sur du Oscar. tout. Je sais même pas Ouais. comment ça fonctionne, comment tu changes entre constructeur et pilote. Mais non, moi j'ai juste des pilotes qui me marquent pas mal des points à chaque fois. Donc on verra Ben, bien. on verra, mais ça a Mais été... ça a le été seul notre truc qui serait repêchage. vraiment très drôle, je perds des points aussi. Là. Que- Mais si les deux se percutent, c'est littéralement Phil qui va juste quand même gagner. Les deux. Ah, Oscar et Lando? Ouais. Bon, là, non, là. On se mentira pas que ça n'arrivera pas, ça, là. Mais j'ai bien hâte de voir tout ça. Ça a été bien comique. Je sais pas si Phil va monter ou descendre avec cette performance, mais on s'entend que c'est pas Kicksauber qui va faire tes points. C'est incroyablement drôle. Côté sporadique, Phil, on va jaser vite fait, puis là, faut qu'on en termine, là. Magnus Carlsen, on est des fervents partisans d'échecs. Magnus Carlsen qui a fait quelque chose que j'ai jamais vu à un tournoi professionnel lors de la 6e journée Ça s'est là, en vu. Norvège. Ça s'est vu. Mais moi, je l'ai jamais Pas vu. de Magnus. Ben moi non plus. Fait qu'en Norvège, dans son propre pays, Magnus Carlsen qui a tapé littéralement là, l'échiquier en frustration, un bon vieux coup de poing. Ouais. Et Gukesh qui s'est levé rapidement pour ne pas, dans ma tête, rire dans son visage avec cette réaction merdique pour ensuite là, venir il donner une bonne tape dans le dos. C'est Magnus Carlsen. Il s'attendait vraiment à mieux de lui-même. Puis c'est la première fois où je vois vraiment sa frustration paraître autant. Ouais. Tu sais, Magnus, habituellement, un homme plus posé, un petit peu plus posé. Il y a ces moments, là. Surtout quand il est sous sur un stream, mais ça, on n'en parlera Ouais, pas. c'est ça. Les, tu sais, Mais non, c'était les ça. échecs, c'est comme une guerre silencieuse. Comme, Absolument. Oui, tu taillis puis tu cries des insultes, mais ça se fait comme inaudiblement en bougeant des petites pièces sur un échiquier. C'est très diplomatique, mais c'est rare qu'on voit aux échecs, justement, suis justement entièrement que les choses qui se disent sur l'échiquier se disent vraiment de façon expressive, aussi expressive. C'est assez rare. De ton côté, ta petite nouvelle d'hiver? Oui, moi, j'y vais avec un sport ancestral du Myanmar.
Oh my Ça God, fait- on en a parlé en ondes. Vous en avez parlé? Oui, mais Oui. parle de... Dis. Ça s'appelle le Shinlun. Ouais. Le Shinlun. Et puis, c'est un peu un art sacré, si vous voulez, dans ce pays-là qui est depuis longtemps quand même tourmenté par la guerre aussi, il faut Oui. le dire. Mais ça reste une partie fondamentale du quotidien des habitants là-bas. On y joue avec donc des balles en rotin. Le rotin qui est une fibre naturelle issue d'un palmier. Et puis, des balles qui sont généralement confectionnées à la main par des artisans qui se vendent autour de 3 $. Si vous voulez, c'est un peu... je ferai un parallèle peut-être, c'est le principe du haki, le hacky sack. Ouais. Si vous voulez. Avec un net. Oui, dans certains cas, ou non. Ou non, ouais. Ça se joue souvent de façon non compétitive dans un cercle, par exemple, comme on le ferait au hockey. Et puis, ça se fait aussi, il y a une variante solo également qui ressemble un peu à du freestyle au soccer, si vous voulez, où on performe là, différentes acrobaties en incorporant des accessoires, cordes de raid par exemple, des chaises là, pour faire comme des espèces d'actes d'équilibrisme là, en même temps. Et puis des parapluies aussi qui sont utilisés pour faire comme un peu comme tu vois comme les danses. Ah ouais, Charlie Chaplin. Non, pas ça. C'est pas ça que je sais. ok. Comme la danse acrobatique, là, si tu veux, où ils ont les rubans. Là. C'est ok. quelque chose de similaire. Des fois, c'est des rubans, des fois, c'est des parapluies, etc. Sure. Et puis, vieux de 1500 ans quand même, ce sport là, du Shinlun. Donc, ça date pas d'hier. Et puis, c'est beau aussi de voir qu'il y a quand même un respect, une culture de ce sport-là qui est ancrée au sein du pays, qui persiste malgré les conditions difficiles. Donc, le Shinlun qui reste un peu là, une espèce d'échappatoire, si vous voulez, ou quelque chose pour rassembler la population en ces temps difficiles. Cool. Entièrement d'accord avec ça. J'adore, j'aimais l'idée, puis j'ai été voir une vidéo sur YouTube. Cette pauvre dame kickait ce ballon de rotin sur le bout de sa cheville et genre regardait là. Tout le long, elle était de même, puis elle kickait juste ce ballon-là, puis je me suis dit, son pauvre coup. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. 3 étoiles de la semaine, Phil. On va y aller rapido presto. Ma 3e étoile de la semaine, moi, ça a été David Beckham, parce qu'il est nommé chevalier par Roi Charles le 3e. Et donc c'est reparti de la royauté, I guess. Mais je pense que c'est comme des échelons. Ça se peut. Il était déjà ça? Je suis sûre qu'il a déjà ou un rang en eu... dessous. C'est vrai que ça... Oui. Une reconnaissance. Je pense que les reconnaissances, tu les augmentes parce que dans mes J'en ai aucune souvenirs, idée. il a comme Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, là, comme t'as ça. Là. Lewis. Oui, il a déjà été reconnu une première fois, c'est pour ça que tu dis Sir. Oh my God, je vais Hamilton. devenir un septuple champion de la Formule 1 pour être. Je pense que tu gagnes une fois, puis un roi. tu dois l'avoir. C'est comme la Légion d'honneur, je sais pas si vous avez la Ok, c'est cool. Mais... Non, il n'y a pas personne Canada, qui s'appelle Sir Philippe Giard. Non, mais comme vous n'avez pas l'ordre du Canada ou quelque chose comme ça. Ah oui, on a l'ordre du Canada. Ouais. Et tu dois avoir un titre quand tu l'as, je présume. Ok, je l'ai pas encore reçu. Je pense que c'est comme honorable ou. Quelque chose. Pour vrai, je suis pas très. Intéressant. Ma 2e étoile, je vais la changer. Revient à Louis Boisson pour son parcours à Roland-Garros. J'aime que tu as dit son prénom correctement. Ben là, c'est parce que là, on est en direct, là, c'est pas la même chose. Dans ma tête, à moi, c'est toujours Loi Boisson. Mais whatever. Ça restera gravé dans la mémoire la première fois que tu l'as lu et que tu l'as appelé Loi. Et ma première étoile sera décernée à l'Armada de Blainville-Boisbriand à la LHJMQ parce que avec la saison qui est terminée, évidemment les échanges qui arrivent, l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans la même semaine, ont été chercher Vincent Collard, Maël Lavigne, Bill Zonon et Spencer Gill, 4 des meilleurs joueurs de la LHJMQ et sont prêts à tout rafler l'an prochain. Ça va être incroyable. Juste vite fait, avant de passer à tes 3 étoiles la semaine, une étoile de ta semaine, Manon, vite fait? Une étoile de ma semaine? Qui n'est pas Loi Boisson? Ah, le mal PSG qui a enfin gagné la Ligue des Champions. Absolument. La seule chose pour laquelle j'ai Et pas la France d'hier, mais son passant. 4-5 alors qu'ils perdaient 4-0, je trouve que c'est incroyable. Quand même une défaite. Oui, quand même. Merci, Phil. Vas-y. Moi, je vais avec Gukesh de Marajou qui a réussi l'impossible en faisant visiblement fâcher Magnus Carlsen, qui est
un visage de glace habituellement, donc quand même, il faut le faire. Et puis, deuxième, je vais aller avec les Blue Jays de Toronto qui jouent du très bon baseball là, ces temps-ci, qui sont remontés là, quelques matchs au-dessus de 500. Tout le monde qui contribue dans cette équipe-là, donc la production qui vient un peu partout et c'est ce qu'on cherche du côté des Blue Jays. Et je termine avec ma première étoile qui ne pouvait être nulle autre que Loïs Boisson. On le voit à Boisson! Quel parcours, quelle découverte et puis succès là, à Loïs Boisson pour la suite des choses. À voir là, si elle pourra continuer sur sa terreur vite fait avant de s'en aller. Yannick Sinner s'approche de 2-7-0 face à Djokovic. Même, je dis ça, même s'ils vont l'écouter, la game va terminer. Je sais pas pourquoi j'en parle. Mais bon, sur ce, c'est ce qui termine ce 59e épisode de Dans les Gradins. À mon nom, Mathieu Landry, on de Philippe Gillard et de Manon Monoret. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes sur, bien sûr, toutes les plateformes audio que vous voulez, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou peu importe. Et bien sûr, à l'antenne de Rogers TV, le poste 9 et le poste 10. Sur ce, on se dit bon match!